Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver cette nuit pour continuer et terminer avec vous ma lecture des 1001 fantômes d'Alexandre Dumas. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Avant de commencer ma lecture, je tenais à remercier Serge et Franck qui m'accompagnent ce soir en régie et Camille Koenig. Je termine donc et reprends le chapitre 6. Bonne soirée. La jeune femme me serra le bras. Je sentis tout ce qu'il y avait de terreur et de prière dans cette pression. J'avais compris. Comme elle m'avait appelé du premier nom qui s'était offert à son esprit, je l'appelais, moi, du premier nom qui se présenta au mien. « Comment? C'est vous, ma pauvre Solange ?» lui dis-je. « Que vous arrive-t-il donc ?»« Là, voyez-vous, messieurs, reprit-elle, il me semble que tu pourrais bien dire citoyen. Écoutez, monsieur le sergent, ce n'est point ma faute si je parle comme cela, dit la jeune fille. Ma mère avait des pratiques dans le grand monde, elle m'avait habituée à être polie, de sorte que c'est une mauvaise habitude que j'ai prise, je le sais bien, une habitude d'aristocrate. Mais que voulez-vous, monsieur le sergent? Je ne puis pas m'en défendre. Et il y avait dans cette réponse, faite d'une voix tremblante, une imperceptible raillerie que seule je reconnus. Je me demandais quelle pouvait être cette femme. Le problème était impossible à résoudre. Tout ce dont j'étais sûre, c'est qu'elle n'était point la fille d'une blanchisseuse. « Ce qui m'arrive, reprit-elle, citoyen Albert, voilà ce qui m'arrive. Imaginez-vous que je suis allée reporter du linge, que la maîtresse de la maison était sortie, que j'ai attendu pour recevoir mon argent, qu'elle rentra. Dame, par le temps qui court, chacun a besoin de son argent. La nuit est venue, je croyais rentrer au jour. Je n'avais pas pris ma carte de civisme. Je suis tombée au milieu de ces messieurs, je veux dire ces citoyens. Ils m'ont demandé ma carte, je leur ai dit que je n'en avais pas. Ils ont voulu me conduire au corps de garde. J'ai crié « Vous êtes accouru justement une connaissance ». Alors j'ai été rassurée. Je me suis dit « Puisque monsieur Albert, que je m'appelle Solange, puisqu'il sait que je suis la fille de la mère le Dieu, il répondra de moi. N'est-ce pas, monsieur Albert ?»« Certainement, je répondrai de vous. » Et j'en réponds. « Bon, dit le chef de la patrouille, et qui me répondra de toi, monsieur le muscadin? Danton, cela te va-t-il? Est-ce bon patriote, celui-là? Ah, si Danton répond de toi, il n'y a rien à dire. Eh bien, c'est jour de séance au Cordelier. Allons jusque-là. Allons jusque-là, dit le sergent. Citoyens sans culotte, en avant-marche. Le club des Cordeliers se tenait dans l'ancien couvent des Cordeliers, rue de l'Observance. Nous y fûmes en un instant. Arrivé à la porte, je déchirai une page de mon portefeuille. J'écrivis quelques mots au crayon et je les remis au sergent en l'invitant à les porter à Danton, tandis que nous y resterions aux mains du caporal et de la patrouille. Le sergent entra dans le club et revint avec Danton. « Comment ?» me dit-il. « C'est toi qu'on arrête, toi? Toi, mon ami? Toi, l'ami de Camille? Toi, un des meilleurs républicains qui existent? Allons donc. Citoyen sergent, ajouta-t-il en se retournant vers le chef des sans-culottes. Je te réponds de lui. Cela te suffit-il? Tu réponds de lui? Mais réponds-tu d'elle? Reprit l'obstiné sergent. D'elle? De qui parles-tu? De cette femme, pardieu. De lui, d'elle, de tout ce qui l'entoure. Es-tu content? Oui, je suis content, dit le sergent, surtout de t'avoir vu. Ah, pardieu, ce plaisir-là, tu peux te le donner gratis. Regarde-moi tout à ton aise pendant que tu me tiens. Merci. Continue de soutenir comme tu le fais les intérêts du peuple et sois tranquille. Le peuple te sera reconnaissant. Ah oui, avec cela, je compte là-dessus, dit Danton. Veux-tu me donner une poignée de main? Continua le sergent. Pourquoi pas? Et Danton lui donna la main. Vive Danton, cria le sergent. Vive Danton, répéta toute la patrouille. Et elle s'éloigna, conduite par son chef qui, à 10 pas, se retourna et, agitant son bonnet rouge, cria encore une fois « Vive Danton !»
cri qui fut répété par ces hommes. J'allais remercier Danton lorsque son nom, plusieurs fois répété dans l'intérieur du club, parvint jusqu'à nous. Danton, Danton, criait plusieurs fois à la tribune. Pardon, mon cher, me dit-il, tu entends une poignée de main et laisse-moi rentrer. J'ai donné la droite au sergent, je te donne la gauche. Qui sait, le digne patriote avait peut-être la gale. Et se retournant, me voilà, dit-il de cette voix puissante qui soulevait et calmait les orages de la rue. Me voilà, attendez-moi. Et il se rejeta dans l'intérieur du club. Je restai seule à la porte avec mon inconnu. Maintenant, madame, lui dis-je, où faut-il que je vous conduise? Je suis vos ordres. Dame, chez la mère Ledieu, me répondit-elle en riant. Vous savez bien que c'est ma mère. Mais où demeure la mère Ledieu? Rue Férou, numéro 24. Allons, chez la mère Ledieu, rue Férou, numéro 24. Nous redescendîmes la rue des Fossés Monsieur le Prince jusqu'à la rue des Fossés Saint-Germain, puis la rue du Petit Lion, puis nous remontâmes la place Saint-Sulpice, puis la rue Férou. Tout ce chemin s'était fait sans que nous eussions échangé une parole. Seulement, au rayon de la lune, qui brillait dans toute sa splendeur, j'avais pu l'examiner à mon aise. C'était une charmante personne, de 20 à 22 ans, brune, avec de grands yeux bleus, plus spirituelle que mélancolique, un nez fin et droit, des lèvres railleuses, des dents comme des perles, des mains de reine, des pieds d'enfant, tout cela ayant, sous le costume vulgaire de la fille et de la mère, le dieu conservait une allure aristocratique qui avait à bon droit éveillé la susceptibilité du brave sergent et de sa belliqueuse patrouille. En arrivant à la porte, nous nous arrêtâmes et nous nous regardâmes un instant en silence. « Eh bien, que me voulez-vous, mon cher monsieur Albert ?» me dit mon inconnu en souriant. « Je voulais vous dire, ma chère demoiselle, Solange, que ce n'était point de la peine de nous rencontrer pour nous quitter si vite. Mais je vous demande 1 million de pardons. Je trouve que c'est tout à fait la peine, au contraire. Attendu que si je ne vous eusse pas rencontré, on m'eût conduite au corps de garde. On m'eût reconnue pour n'être pas la fille de la mère de Ledieu. On eût découvert que j'étais une aristocrate. Et l'on m'eût très probablement coupé le cou. Vous avouez donc que vous êtes une aristocrate. Moi, je n'avoue rien. Voyons, dites au moins votre nom. Solange. Vous savez bien que ce nom que je vous ai donné à tout hasard n'est pas le vôtre. N'importe, je l'aime et je le garde, pour vous du moins. Quel besoin avez-vous de le garder pour moi, si je ne dois pas vous revoir? Je ne dis pas cela, je dis seulement que si nous nous revoyons, il est aussi inutile que vous sachiez comment je m'appelle que moi comment vous vous appelez. Je vous ai nommé Albert, gardez ce nom d'Albert, comme je garde le nom de Solange. Eh bien, soit, mais écoutez Solange, lui dis-je. Je vous écoute, Albert, répondit-elle. Vous êtes une aristocrate, vous l'avouez. Quand je ne l'avouerai point, vous le devineriez, n'est-ce pas? Ainsi mon aveu perd beaucoup de son mérite. Et en votre qualité d'aristocrate, vous êtes poursuivi? Il y a bien quelque chose comme cela. Et vous vous cachez pour éviter les poursuites? Rue Férou, 24, chez la mère Ledieu, dont le mari a été cocher de mon père. Vous voyez que je n'ai pas de secret pour vous. Et votre père? Je n'ai pas de secret pour vous, mon cher monsieur Albert, en tant que ces secrets sont à moi. Mais les secrets de mon père ne sont pas les miens. Mon père se cache de son côté en attendant une occasion d'émigrer. Voilà tout ce que je puis vous dire. Et vous, que comptez-vous faire? Partir avec mon père, si c'est possible. Si c'est impossible, le laisser partir seul et aller le rejoindre. Et ce soir, quand vous avez été arrêté, vous reveniez de voir votre père? J'en revenais. Écoutez-moi, chère Solange. Je vous écoute. Vous avez vu ce qui s'est passé ce soir? Oui, et cela m'a donné la mesure de votre crédit. Oh, mon crédit n'est pas grand par malheur. Cependant, j'ai quelques amis. J'ai fait connaissance ce soir avec l'un d'entre eux. Et vous le savez déjà, celui-là
n'est pas un des hommes les moins puissants de l'époque. Vous comptez employer son influence pour aider à la fuite de mon père? Non, je la réserve pour vous. Et pour mon père? Pour votre père, j'ai un autre moyen. Vous avez un autre moyen? S'écria Solange en s'emparant de mes mains et en me regardant avec anxiété. Si je sauve votre père, garderez-vous un bon souvenir de moi? Ah, je vous serai reconnaissante toute ma vie. Et elle prononça ces mots avec une adorable expression de reconnaissance anticipée. Puis, me regardant avec un ton suppliant, « Mais cela vous suffira-t-il » demanda-t-elle. « Oui, répondis-je. Allons, je ne m'étais pas trompée, vous êtes un noble cœur. Je vous remercie au nom de mon père et au mien, et quand vous ne réussiriez pas dans l'avenir, je n'en suis pas moins votre redevable pour le passé. » Quand nous reverrons-nous, Solange? Quand avez-vous besoin de me revoir? Demain, j'espère avoir quelque chose de bon à vous apprendre. Eh bien, revoyons-nous demain. Mais où cela? Ici, si vous voulez. Ici, dans la rue? Et mon Dieu, vous voyez que c'est encore le plus sûr. Depuis une demi-heure que nous nous cousons à cette porte, il n'est point passé une seule personne. Pourquoi ne monterais-je pas chez vous ou pourquoi ne viendrez-vous pas chez moi? Parce que venant chez moi, vous compromettez les braves gens qui m'ont donné asile. Parce qu'en allant chez vous, je vous compromets. Oh bien, soit, je prendrai la carte d'une de mes parentes et je vous la donnerai. Oui, pour qu'on guillotine votre parente si par hasard je suis arrêtée. Vous avez raison, je vous apporterai une carte au nom de Solange. À merveille, vous verrez que Solange finira par être mon seul et véritable nom. Votre heure? La même où nous nous sommes rencontrés aujourd'hui, 10 heures si vous voulez. Soit, 10 heures. Et comment nous rencontrerons-nous? Ah, ce n'est pas bien difficile. À 10 heures moins 5 minutes, vous serez à la porte. À 10 heures, je descendrai. Donc demain à 10 heures, chère Solange. Demain à 10 heures, cher Albert. Je voulus lui baiser la main, elle me présenta le front. Le lendemain soir, à 9h30, j'étais dans la rue. À 10 heures moins le quart, Solange ouvrait la porte. Chacun de nous avait devancé l'heure. Je ne fis qu'un bond jusqu'à elle. « Je vois que vous avez de bonnes nouvelles, dit-elle en souriant. « D'excellentes. D'abord, voici votre carte. D'abord, mon père. » Et elle repoussa ma main. « Votre père est sauvé, s'il le veut. S'il le veut, dites-vous, que faut-il qu'il fasse? Il faut qu'il ait confiance en moi. C'est déjà chose faite. Vous l'avez vu? Oui. Vous vous êtes exposé? Que voulez-vous? Il le faut. Mais Dieu est là. Et vous lui avez tout dit à votre père. Je lui ai dit que vous m'aviez sauvé hier et que vous lui sauveriez peut-être la vie demain. Demain, oui, justement, demain. S'il veut, je lui sauve la vie. Comment cela? Dites, voyons, parlez, quelle admirable rencontre aurais-je faite si tout cela réussissait? Seulement, dis-je en hésitant, eh bien, vous ne pourrez point partir avec lui. Quant à cela, ne vous ai-je point dit que ma résolution était prise? D'ailleurs, plus tard, je suis sûre de vous avoir un passeport. Parlons de mon père d'abord, nous parlerons de moi après. Eh bien, je vous ai dit que j'avais des amis, n'est-ce pas? Oui. J'en ai été voir un aujourd'hui. Après, un homme que vous connaissez de nom et dont le nom est un garant de courage, de loyauté et d'honneur. Et ce nom, c'est Marceau. Le général Marceau? Justement. Vous avez raison, si celui-là a promis, il tiendra. Eh bien, il a promis. Mon Dieu, que vous me faites heureuse. Voyons, qu'a-t-il promis? Dites. Il a promis de nous servir. Comment cela? Ah, d'une manière bien simple. Clébière vient de le faire nommer général en chef de l'armée de l'Ouest. Il part demain soir. Demain soir? Mais nous n'aurons le temps de rien préparer. Nous n'avons rien à préparer. Je ne comprends pas. Il amène votre père. Mon père? Oui, en qualité de secrétaire. Arrivé en Vendée, votre père engage à Marceau sa parole de ne pas servir contre la France. Et une nuit, il gagne un camp vendéen. De la Vendée. Il passe en Bretagne, en Angleterre. Quand il est installé à Londres, il vous donne de ses nouvelles. Et je vous procure un passeport et vous allez le rejoindre à Londres.
Demain, s'écria Solange. Mon père partirait demain. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Mon père n'est pas prévenu. Prévenez-le. Ce soir ? Ce soir. Mais comment à cette heure ? Vous avez une carte et mon bras. Vous avez raison. Ma carte ? Je la lui donnais. Elle l'a mis dans sa poitrine. Maintenant, votre bras. Je lui donnai mon bras et nous partîmes. Nous descendîmes jusqu'à la place Taranne, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où je l'avais rencontrée la veille. « Attendez-moi ici, me dit-elle. » Je m'inclinai et j'attendis. Elle disparut au coin de l'ancien hôtel Matignon, puis, au bout d'un quart d'heure, elle réparut. « Venez, dit-elle, mon père veut vous voir et vous remercier. » Elle reprit mon bras et me conduisit rue Saint-Guillaume en face de l'hôtel Mortemart. Arrivée là, elle tira une clé de sa poche, ouvrit une petite porte bâtarde, me prit par la main, me guida jusqu'au 2e étage et frappa d'une façon particulière. Un homme de 48 à 45 ans ouvrit la porte. Il était vêtu en ouvrier et paraissait exercer l'état de relieur de livres. Mais au premier mot qu'il me dit, au premier remerciement qu'il m'adressa, le grand seigneur s'était trahi. « Monsieur, me dit-il, la Providence vous a envoyé à nous et je vous reçois comme un envoyé de la Providence. Est-il vrai que vous pouvez me sauver et surtout que vous voulez me sauver ?» Je lui racontai tout. Je lui dis comment Marceau se chargerait de l'emmener en qualité de secrétaire et ne lui demandai rien, autre chose que la promesse de ne point porter les armes contre la France. Cette promesse, je vous la fais de bon cœur et je la lui renouvellerai. Je vous en remercie en son nom et au mien. Mais quand Marceau part-il ? Demain. Dois-je me rendre chez lui cette nuit ? Quand vous voudrez. Il vous attendra toujours. Le père et la fille se regardèrent. Je crois qu'il serait plus prudent de vous y rendre dès ce soir, mon père, dit Solange. Soit, mais si l'on m'arrête, je n'ai pas de carte de civisme. Voici la mienne. Mais vous ? Moi, je suis connue. Où demeure Marceau ? Rue de l'Université, numéro 40 chez sa sœur, mademoiselle Desgraviers-Marceau. M'y accompagnez-vous ? Je vous suivrai par derrière pour pouvoir ramener mademoiselle quand vous serez entrée. Et comment Marceau saura-t-il que je suis l'homme dont vous lui avez parlé ? Vous lui remettrez cette cocarde tricolore, c'est le signe de reconnaissance. Que ferais-je pour mon libérateur ? Vous me chargerez du salut de votre fille comme elle m'a chargé du vôtre ? Allons. Il mit son chapeau et atteignit les lumières. Nous descendîmes à la lueur d'un rayon de lune qu'il filtrait par les fenêtres de l'escalier. À la porte, il prit les bras de sa fille, appuya à droite et, par la rue des Saints-Pères, gagna la rue de l'Université. Je m'approchai d'eux. « C'est de bon augure, dis-je. Maintenant, voulez-vous que j'attende ou que je monte avec vous ? » « Non, ne vous comprenez pas davantage. Attendez ma fille ici. » Je m'inclinai. « Encore une fois, merci et adieu, me dit-il, me tendant la main. La langue n'a point de mots pour traduire les sentiments que je vous ai voués. J'espère que Dieu un jour me mettra à même de vous exprimer toute ma reconnaissance. » Je lui répondis par un simple serrement de main. Il entra. Solange le suivit, mais elle aussi, avant d'entrer, me serra la main. Au bout de 10 minutes, la porte se rouvrit. « Eh bien, lui dis-je. »« Eh bien, reprit-elle, votre ami est bien digne d'être votre ami. C'est-à-dire qu'il a toutes les délicatesses. Il comprend que je serai heureuse de rester avec mon père jusqu'au moment du départ. Sa sœur me fait dresser un lit dans sa chambre. Demain, à 3 heures de l'après-midi, mon père sera hors de tout danger. Demain, à 10 heures du soir, comme aujourd'hui, si vous croyez que le remerciement d'une fille qui vous devra son père vaille la peine de vous déranger, venez le chercher rue Férou. Certes, j'irai,
Votre père ne vous a rien dit pour moi? Il vous remercie de votre carte que voici et vous prie de me renvoyer à lui le plus tôt qu'il vous sera possible. Ce sera quand vous voulez, Solange, répondis-je le cœur serré. Faut-il au moins que je sache où rejoindre mon père, dit-elle. Puis, en souriant, « Oh, vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. » Je pris ma main et la serrai contre mon cœur. Mais elle, me présentant son front comme la veille. « À demain, dit-elle. » Et appuyai mes lèvres contre son front, ce ne fut plus seulement sa main que je serrai contre mon cœur, mais sa poitrine frémissante, mais son cœur bondissant. Je rentrai chez moi, joyeux d'âme comme jamais je ne l'avais été. Était-ce la conscience de la bonne action que j'avais faite? Était-ce que déjà j'aimais l'adorable créature? Je ne sais pas si je dormais ou si j'éveillais ou si j'étais éveillée. Je sais que toutes les harmonies de la nature chantaient en moi. Je sais que la nuit me parut sans fin, le jour immense. Je sais que, tout en poussant du temps devant moi, j'eusse voulu le retenir pour ne pas perdre une minute des jours que j'avais encore à vivre. Le lendemain, j'étais à 9h dans la rue Férou. À 9h30, Solange parut. Elle vint à moi et me jeta les bras autour du cou. « Sauvé, dit-elle, mon père est sauvé, et c'est à vous que je dois mon salut. Son salut. Oh, que je vous aime. » 15 jours après, Solange reçut une lettre qui lui annonçait que son père était en Angleterre. Le lendemain, je lui apportai son passeport. En le recevant, Solange fondit en larmes. « Vous ne m'aimez donc pas, dit-elle. »« Je vous aime plus que ma vie, répondis-je, mais j'ai engagé ma parole à votre père, et avant tout, je dois tenir ma parole. »« Alors, dit-elle, c'est moi qui manquerai à la mienne. Si tu as le courage de me laisser partir, Albert, moi, je n'ai pas le courage de te quitter. » Hélas, elle resta. Chapitre 7. Albert. Comme à la première interruption du récit de M. Ledru, il se fit un moment de silence. Silence mieux respecté encore que la première fois, car on sentait qu'on approchait de la fin, de l'histoire, et M. Ledru avait dit que cette histoire, il n'aurait peut-être pas la force de la finir. Mais presque aussitôt, il reprit. 3 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée où il avait été question du départ de Solange. Et depuis cette soirée, pas un mot de séparation n'avait été prononcé. Solange avait désiré un logement rue Taranne. Je l'avais pris sous le nom de Solange. Je lui en connaissais pas d'autre. Comme elle ne m'en connaissait pas d'autre qu'Albert, je l'avais fait entrer dans une institution de jeunes filles en qualité de sous-maîtresse, et ce pour la soustraire plus sûrement aux recherches de la police révolutionnaire, devenue plus active que jamais. Les dimanches et les jeudis, nous les passions ensemble dans ce petit appartement de la rue de Taranne. De la fenêtre de la chambre à coucher, nous voyions la place où nous étions rencontrés pour la première fois. Chaque jour, nous recevions une lettre, elle au nom de Solange, moi au nom d'Albert. Ces 3 mois avaient été les plus heureux de ma vie. Cependant, je n'avais pas renoncé à ce dessein qui m'était venu à la suite de ma conversation avec le valet du bourreau. J'avais demandé et obtenu la permission de faire des expériences sur la persistance de la vie après le supplice. Et ces expériences m'avaient démontré que la douleur survivait au supplice et devait être terrible. « Ah, voilà que je nie. Voilà ce que je nie, s'écria le docteur. Voyons, reprit M. Ledru. N'iriez-vous pas que le couteau frappe à l'endroit de notre corps le plus sensible, à cause des nerfs qui y sont réunis? N'iriez-vous que le cou renferme tous les nerfs des membres supérieurs, la sympathie, les vagues, le phénicius, enfin la moelle épinière, qui est à la source même des nerfs qui appartient aux membres inférieurs? N'iriez-vous que le brisement, que l'écrasement de la colonne vertébrale osseuse ne produise une de ces plus atroces douleurs qu'il soit donné à une créature humaine d'éprouver? Soit, dit le docteur, mais cette douleur ne dure que quelques secondes. Et c'est ainsi que s'achève ma lecture du roman Les 1001 fantômes d'Alexandre Dumas. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie
et que vous avez eu le temps de réagir sur Twitter avec le hashtag VBN. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une excellente nuit et à bientôt sur D8.